Bienvenue dans ton prochain Shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, ton prochain shift d'évolution. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que je suis accompagnée de mon amie Priscilla Beauregard qui a un parcours de vie en lien avec son adolescence. Moi, je le dis souvent, j'ai eu une adolescence quasi, pas parfaite, mais, parce qu'il n'y a rien de parfait, mais vraiment très douce, très sweet, pas de grands flaflas, pas de grands drames. Quoique, comme ado, j'avais mes drames parce qu'on sait, comme un adolescent vit les choses dans son point de vue. Tout est souvent très dramatique, tout est souvent amplifié. Il est le centre de l'attention, il est le personnage principal de son film, ça fait partie de son développement. Fait que tout ça est comme normal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu une adolescence vraiment là, chaotique. C'était très doux. J'avais une famille très conventionnelle. En tout cas, j'ai eu quand même un parcours très, très ordinaire que je mettrais en guillemets. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est quand je parle avec des gens qui ont un parcours de vie justement, plus chaotique, plus tourmenté, des ados qui sont aujourd'hui des adultes tellement, tellement épanouis, tellement bien ancrés, qui vivent une belle vie, là. Puis moi, je me dis, hey, si on avait su quand ces personnes-là étaient à l'adolescence, si on avait su, bon, c'est pas grave, de toute façon, rendue ado, elle va travailler là, elle va avoir ci, ça, des enfants, tu sais, comme ça va bien aller, psychologiquement, elle va bien aller. Probablement qu'on serait moins en mode panique. Parce qu'on le sait, j'en ai souvent parlé dans mes épisodes, l'importance du discours intérieur, de nos pensées, de ce qu'on se raconte comme histoire dans notre tête, ça a un réel impact sur notre état, sur notre façon de nous sentir et notre façon de réagir aux différentes situations. Fait que Priscilla, je voulais l'inviter, elle va pouvoir vous expliquer un petit peu son parcours. Euh, Évidemment, on ne va pas dans tous les détails nécessairement, ce n'est pas celui, mais ce que je voulais, c'était vraiment mettre l'emphase sur les parents d'ados, les intervenants, les adultes qui nous écoutent, qui peuvent peut-être dire hey, moi, j'ai un ado que ça ne va pas, idéation suicidaire, automutilation, consommation, délinquance, prostitution, tu sais, comme je tiens avec des pères que je vois qui est en train de faire des mauvais choix, se fait influencer négativement. Comment on peut adoucir notre perception de cette exploration-là? On s'entend, oui, il faut quand même mettre des limites comme parents, il faut mettre un cadre, assurer la sécurité, mais comment on peut changer notre façon de voir cette exploration et cette expérimentation pour être moins impacté, être moins dans nos peurs puis dans notre mode panique? Fait que c'est un petit peu ça le but aujourd'hui. Fait que, Pri, j'aimerais ça que tu parles un petit peu de. Je te laisse choisir si tu as envie de commencer par qui tu es aujourd'hui ou si tu as envie tout de suite d'embarquer dans qui tu as été. Ouais, j'aime ça. Non, on peut partir déjà de mon adolescence. Mon adolescence, pour moi, elle a été marquée de beaucoup d'expérimentation. Je suis encore une adulte qui aime beaucoup expérimenter les choses pour voir comment elle se sent par rapport à ces choses-là. Avant d'en tirer une conclusion, je ne suis pas la personne qui va vraiment écouter les conseils des autres en soi, dans une certaine mesure. J'étais pas l'ado. En fait, j'étais l'ado qui, quand ses parents lui disaient va-t'en pas à gauche, j'allais à gauche. Parce que pour moi, c'était pas par défiance, c'était pas pour m'opposer, c'était vraiment pour voir, OK, mais selon toi, ça marche pas, ou selon ton expérience, ça n'a pas marché, puis moi. Puis moi, comment ça va tourner pour moi? Puis pour moi, comment ça va marcher ça? Puis pour moi, comment parce que je crois au fait que ben, on n'est pas tous les mêmes personnes, on n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous. Bon, fait que quelque chose peut ne pas marcher pour quelqu'un et marcher pour l'autre. Donc, j'étais beaucoup dans cette expérimentation-là. Je te dirais que dans mes expériences, ça a commencé avant mon adolescence. Je suis l'enfant qui a trouvé, dans le fond, ses parents se sont séparés autour de l'âge de 8 ans. Séparation qui a été pas si mal en soi, mais le post-séparation a été difficile. A été difficile parce qu'on était dans un contexte où il y avait ma mère qui voulait se retrouver comme femme après une relation qui a été longue, puis que elle se sentait s'être mise de côté. Donc, elle était en mode je retrouve la femme que je suis et encore aujourd'hui, quand on en parle, elle le nomme
si j'avais pu vous mettre dans un petit casier fermé, barré en attendant que je puisse vivre ma vie de femme, ça aurait été exceptionnel. Sauf ce que ça a donné, parce qu'elle ne pouvait pas faire ça, ça a été une maman qui était pas mal moins disponible émotionnellement parce qu'elle avait besoin de se retrouver. Puis c'est avec beaucoup d'amour et de compassion là, que j'amène ça. Mais ça a eu un impact sur moi aussi par la bande. Puis j'avais un papa qui était un peu fâché de la séparation par la bande. Donc, il y avait c'était limite aliénation parentale par moment. Fait que ça a comme amené une dynamique où la partie plus troublée est tombée après mon 8 ans. Et ce bout-là a été plus difficile. Et en dehors de ça aussi, j'ai un beau papa où je vis des abus sexuels. Fait que là, j'ai comme tout ce beau melting pot-là entre le 9 et 12 ans qui se vit. Je veux juste comme tout de suite mettre, tu sais, je ne l'ai pas dit au début, mais comme attention aux oreilles sensibles, là, on va vraiment dans le vif du sujet, puis tu sais, là, puis merci pour ça, cette belle authenticité, cette belle transparence-là. Tu parles de ces choses-là très ouvertement. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de cheminement qui a été fait absolument. Aussi. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui, déjà, comme elle a nommé certaines affaires, c'est des gens qui font « Oh boy, je me sens challengée, peut-être par mon propre vécu, par celui de mon enfant. » Je vous invite peut-être à faire pause puis à ne pas écouter le reste de l'épisode. Si vous êtes game, on continue, mais juste, j'ai oublié de le mettre d'emblée, mais en tout cas, c'est ça. On y va dans le sujet. Oui, trigger warning, mais en même temps, je vous rassure, c'est l'aparté. En fait, c'est surtout comme la mise en place de mon adolescence et des choix qui en sont découlés. Le reste est un peu moins trash, mais toute cette mise en place-là a fait en sorte que quand je suis arrivée dans mon adolescence, avec tout mon développement d'adolescente, dans mon expérimentation, l'éloignement de la famille, le désir de justement me trouver dans mon identité, avec cette mise en place-là, il y a eu des carences. Il y a eu des carences au niveau affectif, au niveau de me sentir vue, entendue, reconnue, aimée et compagnie. Une association avec la sexualité aussi qui a été un petit peu biaisée. Fait que ça a fait une sexualité qui était précoce aussi de mon côté. Fait que mes expériences sexuelles ont commencé assez tôt dans mon expérimentation. Puis, bon, maintenant que je suis maman d'ado, je suis comme « Oh mon Dieu, dire qu'à cet âge-là, il se passait ça. » Mais en même temps, à ce moment-là, si je retourne dans ma peau d'adolescente, je suis en train d'expérimenter, puis c'est pas si dramatique que ça. Pour le reste, ça a quand même bien été. J'ai passé vraiment plusieurs partenaires, des relations rapidement en relation de couple. Des relations des fois qui duraient 1 an, ça allait, mais je suis quelqu'un qui aime passionnément aussi. Puis au bout d'1 an, j'avais un pattern de c'est assez. Fait qu'on passe à d'autres choses. Et là, passe tout de suite avec un autre chum. Donc, j'avais un pattern affectif qui était un peu plus difficile. À travers ça, après ma première vraie peine d'amour, de ma première vraie relation, là, dire que relation amoureuse, premier chum et tout, c'est là que la consommation est arrivée dans ma vie. Fait que c'est là où, à un moment donné, on me propose d'essayer. J'avais déjà fumé du pot, des trucs de même dans le cadre scolaire, là, sur mes heures de midi. Puis, bon, on se trouve bien drôle. Mais c'est la première fois qu'à ce moment-là, je me fais offrir de prendre du speed. Puis, à ce moment-là, je me souviens d'avoir le moment où j'ai la pilule des mains, puis je me dis, je l'essaye, mais je ne resterai jamais addict. Jamais je vais rester dépendante de ça. La journée que je vais vouloir arrêter, je vais arrêter. Fait que je suis partie déjà avec le mindset de je ne resterai pas dépendante de la substance. Fait que ça a été un moment, en fait, de plein de beaux moments. Franchement, dans mes souvenirs d'ado, ou que, dans des parties ou dans des situations, mais à un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que après la rupture de mon premier amoureux, il y avait beaucoup, on échangeait par MSN dans le temps, et des moments où, c'était « Oh mon Dieu, j'aurais voulu que tu sois la mère de mes enfants. » Bon, là, on s'entend qu'on a 15 ans. Moi, j'ai 15 ans à ce moment-là, il y en a 16-17, fait qu'on est dans notre drama d'ado. J'aurais aimé ça que tu sois la mère de mes enfants, mais le lendemain, c'était comme, j'ai croisé un de ses amis, puis c'était « Hey, parle pas à mes amis, t'es qui toi pour nanana? » Fait que c'était beaucoup de... émotionnellement de in and out, et le speed faisait une stabilité émotionnelle à l'intérieur de moi où rien ne m'atteignait. Fait que j'étais comme, je comprends, t'es fâché, c'est correct. Bon.
Là, spoiler alerte, là, je vous skip des étapes, là, mais je n'étais pas diagnostiquée TDAH, mais c'était très clair que je l'étais. Donc, le psychostimulant, pour ceux qui connaissent... C'est l'automédication. C'était de l'automédication parce que c'est à l'âge de 30 ans, quand j'ai été dans le bureau du médecin, faire comme, bon, là, gang, on est en pleine pandémie, j'ai 3 enfants, je suis en fin de session, j'y arrive pas. J'étais comme, là, je vais chercher du diagnostic avec médication, puis que finalement, ils me disent, oui, on va y aller avec le Vivance, vu que c'est la molécule qu'il y a dans ta famille, puis qu'ils me disent, fait que je te prescris un psychostimulant, puis moi, je fais, c'est pour ça que j'allais si bien sur cette substance-là. Fait que, bref, petite parenthèse. Mais ceci étant dit, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ma consommation de speed était quand même assez prédominante. À un moment donné, c'était une journée sur 2. Fait qu'une journée de récupération, une journée de consommation, récupération, consommation. Il n'y a pas grand monde qui voyait autour de moi ça parce que je suis déjà hyperactive. Fait que, ça apparaissait un peu moins. J'étais très performante à l'école, grâce à ça principalement, parce que, je vous rappelle, le TDAH m'amenait avec le psychostimulant, faisant en sorte que, bon, c'était en trop grosse dose pour ce que j'avais réellement besoin, mais la concentration était plus là. Mes dissertations, je n'ai jamais fait des dissertations aussi inspirées que, bon, en consommant. Mais ceci étant dit, à un moment donné, c'était après une soirée où j'avais consommé, j'étais revenue chez nous, j'étais bon, là, il faut que je me couche, je travaille le lendemain, puis ça se passait pas comme je voulais. Dans le sens où tu t'endors pas quand tu veux, quand tu prends du speed. Fait que là, j'étais genre, ah non, là, je travaille demain, puis là, je vais être brûlée. Puis là j'ai commencé à être dans une spirale négative. Puis c'est là où j'ai fait, non, c'est terminé. Et ça a vraiment été terminé à partir de ce moment-là. Va savoir, je ne comprends pas encore ce jour. Je n'ai pas eu de sevrage, je n'ai pas eu rien. Ça a été comme, j'arrête, c'est terminé, je suis tannée. And that's it. Fait, est-ce que c'est un parcours miraculeux? Maybe yes. Who knows? Mais ceci étant dit, je pense qu'encore aujourd'hui, je pense cette force et cette conviction-là de non, moi, c'est correct, ça a patché, là, maintenant on passe à d'autres choses, c'est correct. Je pense que ça en a eu pour beaucoup. J'ai expérimenté aussi d'autres types de drogues pour le fun d'en expérimenter, que ce soit du moche, de l'ecstasy, whatever. C'est comme très récréatif. Oui, très récréatif, exactement. Fait que c'est pas rien de tout le temps, mais pour expérimenter les feelings, il y a des affaires que j'ai fait, j'aime pas ça, des choses que je suis comme, le feeling, c'était le fun. Il y a des choses que, tu sais, dans mon adolescence, que je le justifiais comme ça. Puis encore aujourd'hui, je te dirais, je me souviens d'avoir déjà consommé justement de l'ecstasy, puis d'écouter de la musique, puis de ne pas l'entendre de la même façon. J'avais comme, à ce moment-là, j'entendais tous les instruments back-end et ainsi de suite. Puis encore aujourd'hui, quand j'écoute de la musique, je suis capable d'aller rechercher cette espèce de perception-là de la musique que des fois, qui m'avait frappée à ce moment-là. Fait que pourquoi je vous parle de tout ça, c'est qu'en fait, quand on est adolescent et qu'on expérimente des choses, c'est pas qu'il y a du négatif. C'est pas qu'il y a du négatif dans le sens que ça fait peur. Est-ce que je conseillerais aux gens de consommer des drogues un peu plus chimiques ou quoi que ce soit en se disant, ça va être le fun, ça? Non. Mais dans notre perception d'ado, il y en a des avantages. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Maintenant, c'est d'être capable, évidemment, quand ça reste dans le récréatif, c'est une affaire. Mais ça s'est comme bousculé un peu comme ça. Finalement, à un moment donné, j'ai arrêté, comme je vous disais, cette consommation-là. Puis je me suis amusée pendant mes années d'adolescence. Ça m'est arrivé de partir 3 jours à Woodstock en Beauce sans me dire à ma mère. En fait, je lui avais dit que j'allais dormir dans un chalet pendant une journée. Ça a pris 3 jours. Elle a commencé à s'inquiéter. C'était à Woodstock, c'était pas un chalet. C'était pas dans un chalet. Je savais qu'elle allait dire non. Fait que j'étais comme, elle comprend pas que là, je m'en vais avec mon ex, puis ses amis, je connais le monde qui sont là, mais là, elle va partir, puis elle va s'inquiéter, puis elle voudra pas. Fait que je vais juste y raconter d'autres choses, puis je vais y aller, puis je vais aller l'expérimenter. Turn out que ça a été un moment vraiment... J'étais avec une de mes amies, un vraiment, vraiment crucial de notre adolescence. Tu sais, adolescence, j'avais mon char. Là. Fait que on était rendu quand même à, mettons, 16-17. Ça a vraiment été une solide, belle expérience. J'ai vraiment eu du fun. Il y a vraiment de choses que j'ai expérimentées qu'heureusement, j'ai jamais été en danger. Je pense que j'avais toujours cette espèce de feeling-là en dedans de y a-t-il un danger ou il n'y en a pas? Maintenant, est-ce qu'avec mes yeux d'adulte, je suis comme, il y en aurait eu des dangers à certains moments. Il y aurait pu en avoir. Puis, quand je regarde l'encadrement parental que j'avais à ce moment-là, des fois, ma famille, avec le recul, quand on en reparle, parce que j'ai été la plus rock'n'roll de la gang, quand on en reparle, ils font comme, il manquait d'encadrement. Il aurait vraiment fallu que... Puis, je dis pas que ça n'aurait pas été aidant, parce que je pense que ça m'aurait amené une vision peut-être un peu plus dans l'amour de ma famille, dans le sens où je t'aime assez pour te mettre des limites. Ouais. Mais je pense qu'en même temps, ça m'a amené à me faire confiance à 100%. Dans mon
ben, tu considères-tu qu'en ce moment, tu es en train de te mettre en danger parce qu'il n'y a personne qui va venir te sauver? Fait que tout rely sur toi, assure-toi de faire les bons choix. Fait qu'il y a toujours eu en arrière-pensée, là, je suis avec qui? C'est-tu du monde de confiance? C'est-tu du monde avec qui je sais que, genre, comment je feel avec eux autres? Comment est-ce que... Fait qu'il y a toujours eu un peu ces réflexions-là dans le back-end, je pense, qui a fait en sorte que j'étais en contrôle des situations malgré les situations chaotiques qu'il y a eu. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu inventer tous les scénarios catastrophiques et être capable de voir tous les risques comme un agent d'assurance verrait? Ouais. Probablement que oui. Maintenant, faut-tu virer fou avec ça? À un moment donné, non. Des risques, il y en a partout, il y en a tout le temps. Fait que ça m'a amené dans une grande autonomie. Autonomie de moi-même, une grande responsabilisation aussi parce qu'il n'y avait pas personne que je pouvais blâmer sur elle me dit non ou elle me dit oui ou elle, non, c'était moi. C'était moi et mes choix. Fait que ça m'a amené dans une grande responsabilité. Quand je repense aux profs que j'ai eus au secondaire, encore aujourd'hui, ils sont comme, mais t'étais tellement une belle humaine. Tellement allumée, tellement comme. Il y avait une maturité qui s'était installée très, très tôt dans ma vie aussi par la bande. Justement, probablement par ce manque d'encadrement-là qui m'a amené à vieillir plus rapidement. J'avais aussi 3 grandes sœurs de 9, 7 et 5 ans de différence avec moi, de plus vieilles. Il y avait une maturité qui était vraiment plus installée rapidement. Fait que ça a été mon adolescence, fin de l'adolescence, début adulte. Ça a été plus rock'n'roll aussi par moments. Mes patterns que j'ai eus dans mon adolescence m'ont rattrapé dans une relation de couple que je voulais vraiment pas. C'était la première relation de couple que je me disais, OK, ça, ce serait le père de mes enfants. Mais mes patterns sont venus saboter cette relation-là. Ça a été vraiment difficile pour moi de naviguer cette période-là. Ça s'est résulté à une tentative de suicide. Finalement, ça a comme c'est revenu. J'ai réussi à. Ça a pris du temps, là, évidemment, là, pour être capable. J'étais un peu noble. C'est vraiment un des feelings le plus atroce, je pense, que j'ai vécu de ma vie. Étant moi-même une intense émotionnelle de haut, de bas, de peu importe, mais de ressentir puis je sais pas, neutralité, mais je pense que le mot anglophone est encore plus précis, le numb. C'est une neutralité, mais tu ressens plus le high, ni le low, ni le. C'était même pas, je n'étais pas capable de me dénigrer, puis je n'étais pas capable de me valoriser. Mais même pas de me dénigrer. C'était même pas comme. C'était comme genre. Une déconnexion totale. Complète. Ça a été vraiment un des pires sentiments que j'ai ressentis dans ma vie, mais j'ai remonté la pente tranquillement, puis bien maintenant. C'est fou dingue. Puis, tu sais, l'endroit où je travaillais à ce moment-là, où quand la tentative est arrivée, mes employeurs m'ont donné off. Tu sais, ils ont été vraiment dans le caring avec moi beaucoup. Et maintenant, quand je retourne à cet emploi-là, que je revois ces gens-là dans ce commerce-là, puis qu'ils me voient avec mes enfants, puis ils sont comme. Puis ça m'arrive régulièrement, ils disent, mais tu peux-tu croire qu'à ce moment, genre, tout ça, ce serait pas là si t'avais pas manqué ta shot, genre, c'est comme c'est malade. Fait que, ils voient maintenant la femme que je suis, puis ça m'amène à parler de ce bout-là. Tu sais, je suis quelqu'un de très dynamique, de très authentique, qui mord dans la vie à 100 000 je suis très, 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 très épanouie. J'ai vraiment compris rapidement, avec tout ça, que tu es la personne qui crée ton bonheur à travers tout ça. Fait que c'est, ben, fonce, puis vas-y. Puis des fois, tu fonces avec des œillères parce que tu es comme, j'y crois, j'y vais, ok, c'est bon. Puis tu essaies de ne pas évaluer toutes les possibilités de risque, puis tu essaies d'évaluer toutes les possibilités où ça peut bien aller aussi par la bande. Puis ce chiffre de perception-là, je pense, fait en sorte que j'ai pris beaucoup de risques positifs dans ma vie. Qui a fait en sorte que je suis déménagée en Gaspésie, justement, il y a 4 ans, parce que je suis venue en visite voir ma meilleure amie avec mes 3 enfants, puis j'ai fait this is it, it's right. Genre, c'est là où c'est comme pouf. Puis là, OK, mais déménager à 9 heures de route de chez nous avec mon chum qui était même pas là, il comprenait rien, je l'appelle après 2 jours, comme on vend notre maison, c'est qu'on va. De quoi tu parles? Dans ta belle intensité. Dans mon intensité, mais bref, il m'aime d'amour pour ça, sinon il ne m'aurait pas marié, mais c'est ça, mais tu sais, je suis très épanouie parce que j'attends pas d'analyser de midi à 14 heures tous mes choix avant de. Puis je suis pas non plus dans l'impulsivité comme j'ai été aussi à l'âge ado. Fait que maintenant, j'ai appris énormément, puis je suis même maintenant maman de 3 enfants, dont une ado, une pré-ado. Fait que je suis confrontée à cette phase-là, à mon tour. Et puis avant que tu embarques dans le rôle de parent, moi, je veux juste comme mettre en lumière tout ça. Puis ce que tu dis, là, les liens que je fais, c'est comme si cette phase-là de ta vie,
parce que, tu sais, on entend le mot épanoui, puis tout ça, puis, tu sais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, quand on se dit épanoui, c'est je connais un peu, je me connais mieux, je me comprends mieux, je suis capable de mettre en lumière toutes ces facettes-là de moi et de les honorer. C'est un petit peu ça pour moi, tu sais, quand tu dis je suis épanouie, c'est que probablement que cette phase-là de ta vie t'a amené à vivre tellement d'expériences qui t'ont appris à te connaître au plus profond de toi-même. Puis que là, aujourd'hui, justement, tu es en mesure de connaître ces facettes-là de toi, puis d'honorer les belles puis les moins belles, puis de venir équilibrer, puis pallier, justement, pour vraiment créer une espèce d'harmonie dans toutes ces parties-là de toi. Tu sais, je ne sais pas si ça peut... Oui, j'ai vraiment appris à guérir ce qu'il y avait à guérir et à aimer ce qu'il y avait à aimer. Puis ce que je veux dire par là, c'est que oui, pour guérir quelque chose, tu dois apprendre à l'aimer pour commencer. Mais les patterns, si je prends, mettons, les patterns relationnels que j'avais, à un moment donné, j'ai dû faire de moi avec moi-même, OK, là, c'est assez. C'est assez, ce sabotage-là, va comprendre ce qui se passe pour toi parce que là, tu es en train de perdre une perle là, en ce moment dans ta vie. Ça n'a aucun bon sens, puis c'est pas vrai que c'est ça que tu vas... Tu sais, moi, ma plus vieille sœur a eu son premier enfant quand moi, j'avais l'âge de 11 ans. Puis c'est vraiment là où mon instinct maternel pour moi, j'ai fait, oh mon Dieu, moi, ce que j'aspire, c'est être mère. Comme, pas des longues études, pas des voyages à pu finir, c'est je veux être maman. Il y avait quelque chose qui m'appelait vraiment très grand. Je me levais la nuit pour lui donner des biberons. J'ai trippé ma vie. Fait qu'à la recherche de quand j'étais dans le fond tout mon secondaire, puis jeune adulte, mon adolescence et jeune adulte, j'étais à la recherche d'expérimentation, de relations, mais c'était tout le temps là, ça serait-tu le père de mes enfants? Non. Bon, ben, je vais triper avec, ça va être correct, mais c'est très clair que ça ne sera pas lui. OK, après, mais quand je suis tombée sur celui que je me suis dit, puis je me souviens d'être encore assise dans un café avec une de mes amies, puis que je commence à sortir avec mon mari actuel d'ailleurs, puis qu'elle dit ah ouais, tu penses que lui c'est différent puis que c'est le bon? Je fais comme oui. Puis ma réponse n'a pas été oh mon Dieu, parce qu'il est tellement génial. Ma réponse a été je suis convaincue que ça va être lui le père de mes enfants parce que si un jour on se sépare, je sais qu'il va être un excellent papa. C'était ma réflexion à l'âge de 18 ans, tu comprends? C'était comme déjà j'anticipais je sais une séparation, ce que ça peut faire. Puis si je le vois aller, puis je suis comme, mais ça va faire un excellent père, même si on est séparés, je sais que je le vois, l'intelligence émotionnelle qu'il a, je le vois faire comme, je sais que je peux vivre en paix. Fait il y avait déjà, c'est comme je te dis, il y avait déjà une maturité qui était quand même présente de par mes expériences. Mais je pense que j'ai appris à aimer mon intensité, à aimer le fait que, ben oui, si tu me dis va-t'en à gauche, va pas là, je vais y aller. Oui, j'ai appris à tomber en amour avec je change d'idée comme je change de bobette. Puis, tu sais, moi, ma famille, c'était comme, hey, c'est pas stable. Ah, ben, tu sais, elle a une bulle, là, elle tripe de quoi, ça va durer genre 2-3 mois, puis ça va être terminé. Puis, comme si la stabilité était plus valorisée que l'expérimentation. Puis pour moi, c'est une des choses que j'ai apportées, puis que j'ai appris à faire la paix avec, puis d'aimer, c'est, ben moi, j'ai vraiment pas de la misère à pivoter dans la vie. Et la rapidité de pivoter, faire comme ça me plaît plus, je m'en vais de l'autre bord, puis ça me va vraiment bien. Fait qu'il n'y a pas de zone de moi avec laquelle je suis comme ça, je l'aime vraiment pas. Maintenant, je suis en évolution constante, donc je m'améliore tout le temps. Mais quand je regarde qui j'étais à l'adolescence et maintenant, je l'aime tellement, l'ado en moi. Là. Genre, je l'aime tellement et je pense que ça fait en sorte que l'adolescence de mes propres enfants en ce moment, je tripe bien raide avec eux autres. Mais je l'aime tellement parce que je suis comme, ah, c'est intense d'amour. Comme, ah, puis sa confiance aveugle en elle-même aussi par la bande qui, des fois, que tu fais, oh my God, tu regardes aller, puis tu fais comme, mais c'est tellement audacieux, c'est tellement hot, c'est tellement beau à quel point elle croyait en elle là-dessus, de se dire, non, moi, tu sais, genre, je me fais assez confiance de dire, hey, je vais prendre du speed, puis si j'ai envie d'arrêter, je vais arrêter. C'est parce que si on regarde la théorie, ma belle, ça marche pas de même. Là. C'est ça. Mais elle avait n'importe quel adulte aurait dit comme my God, oublie ça, là, ça marche pas, ta façon de penser, ta façon de voir. Puis je trouve que c'est ça, en ce moment, ce que tu es en train de décrire, c'est exactement le point. Tu sais, quand je dis changeons notre perception, c'est qu'au lieu d'être en résistance et en confrontation avec cette partie-là de notre ado
qui a envie d'explorer, qui est dans son intensité, qui est dans sa pensée magique, ben non, moi, tout va bien, ça ne m'arrivera pas des grands dangers à moi. Tu sais, toutes ces phases-là qui sont normales de vivre à l'adolescence, cette expérimentation, cette exploration-là, le fait de partir sur une bulle, le fait de dire, tu me dis d'aller à gauche, ben je vais à la droite, je vais tout te faire chier. Ça, si au lieu d'être en confrontation et en résistance, on tombait dans un chiffre de perception puis qu'on faisait comme, OK, tu es en train de découvrir qui tu as envie d'être, justement. Puis je vais te guider, je vais te supporter un peu dans cette exploration-là, comme on disait, tout en assurant un cadre sécuritaire, parce que oui, il y a des limites à mettre, mais je vais soutenir cette exploration-là pour te permettre que tu vas vraiment savoir qui tu es, tu vas découvrir tes hauts, tes bas, tes beaux, tes moins beaux côtés, puis tu vas les aimer, puis je vais aussi les aimer avec toi, ces moins beaux côtés-là. Ça, là, c'est du bonbon. Oui, exactement. Puis c'est une des choses qui ressort beaucoup dans ma propre parentalité maintenant aussi, c'est que je peux pas tout contrôler sur mes enfants avec les connaissances que j'ai, avec les expériences que j'ai vécues ou quoi que ce soit. Ça demande beaucoup de travail encore. Je pense que ça m'a demandé beaucoup de travail dans le 0-5 ans, ça m'a demandé beaucoup de travail tout le temps. Mais ça me demande aussi beaucoup de travail en tant que parent d'ado d'être capable de reconnaître quand c'est mon système nerveux à moi qui s'active versus quand je ne fais pas confiance à mon enfant. Puis des fois, ça arrive qu'on a des discussions, des affaires. Mon enfant me fait une demande, puis là, je suis comme puis que j'ai de la résistance en dedans. Puis au lieu de dire ben là, je veux pas parce que là, blablabla, ben souvent, je dis écoute, pour vrai, moi, je le sais que tu serais capable d'affronter ça, mais moi, en ce moment, là, mon système nerveux de maman, là, il n'est pas prêt à te dire oui. Comme, je suis pas, faut que tu me laisses de l'espace. Laisse-moi du temps, je vais me réguler, je vais checker si y en est. Parce que je suis convaincue que tu es capable de hold it, mais en ce moment, j'ai de la misère. Puis ça fait en sorte que mon ado de 12 ans, maintenant, quand elle a quelque chose à m'amener, genre, puis là, ça va avoir l'air banal, parce que là, comme je vous dis, mes enfants sont bien moins rock'n'roll que moi, je les mal, mettons, pour tout de suite, en tout cas. Genre, je peux-tu avoir Snapchat? Je peux-tu avoir tel. Puis là, tu comprends le risque, tu comprends la dépendance, tu comprends tout ce qui vient avec. Puis, mes ados, ce qu'ils vont me dire, surtout ma plus vieille, ça va être c'est quoi ton inquiétude, maman? Puis elle s'assoit avec moi en me disant c'est quoi ton inquiétude? On va en parler de ton inquiétude. Puis ce que je trouve vraiment beau à travers tout ça, c'est qu'elle a compris que ça n'avait pas rapport avec la confiance que j'ai envers elle. C'est ce que moi, je suis capable de tenir comme stress par rapport à elle. Fait qu'il y a ça aussi qui change pour beaucoup. Quand tu es parent d'un ado puis qui expérimente puis qui fait plein d'affaires, puis que le but, c'est pas de jamais mettre de limites comme on disait, quand l'enfant se met en danger ou quoi que ce soit, c'est sûr que oui, il faut que tu interviennes. Puis je le dis à mes enfants, le rôle principal que j'ai, c'est d'assurer ta santé et ta sécurité. Fait que si ta santé et ta sécurité est compromise, c'est sûr, moi, de dire non. Puis je sais que c'est pas, puis tu peux être fru contre moi, puis tu peux tout faire, mais je t'aime. Puis il y a un des exemples que je ramène beaucoup, c'est que, spoiler alert, je suis intervenante dans la vie. Donc, quand j'ai travaillé comme éducatrice spécialisée auprès des ados en DPJ, à un moment donné, j'ai une situation, et mes enfants connaissent cette histoire-là parce que je leur répète non-stop. Cet ado-là avait une maman qui n'avait pas de limite. Donc, ça a fait en sorte qu'il faisait des open house, il a été violent envers sa mère aussi. Bon. Mais c'était un jeune hyper allumé, hyper intelligent, tellement de connaissances, tellement curieux, tellement dans cette intensité-là. C'était un ado tellement beau à voir. Il faisait du sport, l'alimentation, il cuisinait. Genre, c'était vraiment génial. Puis à un moment donné, je parlais avec ce jeune-là, puis il me disait, de toute façon, moi, ma mère, elle m'aime pas. Puis j'ai demandé, j'étais comme, pourquoi ta mère, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce qu'un parent qui aime son enfant, c'est un parent qui dit non. Oh. Et je vous le jure, à ce moment-là, j'ai, 18-19 ans, je pense, quand j'étais intervenante là-bas. Et ça m'a marqué tellement que dans ma propre parentalité, mes enfants connaissent cette histoire-là, parce que comme je sais que des fois, je vais te dire non, puis ça va te faire chier. Mais des fois, je préfère te dire non parce que je t'aime que de dire oui. Puis de... Mais il y a des fois où je vais naviguer le risque aussi, parce que je vais faire comme, là, c'est moi, il faut qu'il le gère. Ouais, c'est ça. C'est toi qui es dans tes scénarios catastrophes, dans tes peurs, tes propres peurs à toi. Ouais. Oui, puis je leur dis, mon rôle d'intervenante ne m'a pas aidée. Parce que c'est pas juste relié à mon expérience, c'est aussi des expériences que j'ai vues d'enfants qui vivaient des grosses souffrances, peu importe. Fait que moi, des fois, je fais là, c'est clair que, genre, dans la semaine de relâche, il y avait une de mes ados a amené des amis. Fait qu'ils étaient à peu près 4 ensemble. J'en sais qu'il y en a un dans cette gang-là qu'il y a de la consommation chez lui. Là, dans sa chambre, à chaque fois, mon ado, elle est tout le temps dans sa chambre avec ses amis, puis ça, fait que la porte est fermée. La fenêtre est toujours ouverte, ça sent le parfum. Clac, suite, lien.
Bon, ça y est, il y a de la consommation dans la chambre pour pas que ça paraisse, puis là, il y a du parfum, puis ainsi de suite. Mais là, je regarde mon ado, puis je suis comme, elle n'a pas l'air gelée, là. Puis, hey, même si c'est pas grave. Ben, tu sais, le scénario catastrophique, mettons, mon rôle d'intervenante n'a pas aidé là-dessus, mais finalement, ça n'a pas rapport. Il fait chaud dans la chambre parce qu'ils sont 4 dans une pièce, la porte fermée. Puis là, il y avait un gars cute, fait que là, elle se parfumait. Tu sais, fait que ça n'avait même pas rapport, mais des fois, on part dans nos scénarios catastrophiques. Soit ça va être par rapport à nos propres expériences ou par rapport à des expériences de travail qu'on va avoir vécues, tout dépendant de notre domaine. Mais des fois, on a tendance à projeter sur nos ados. Puis il faut être très conscient aussi de ça, de se dire, écoute, tant que tu gardes le lien, puis je pense que c'est ça qui était moins présent dans mon adolescence, c'est que j'avais pas de lien. C'était plus la confrontation. Je me sentais pas vue, entendue, reconnue. C'était tout le temps banaliser mes émotions. C'était tout le temps... Fait, le lien était moins présent, il était moins fort, au point tel qu'à un moment donné, dans mon histoire de vie, je faisais une semaine sur 2 chez ma mère et chez ma soeur. Parce qu'avec ma soeur, j'avais un meilleur lien. Fait il y avait cette relation-là qui était plus forte, puis qu'avec ma soeur, ma soeur, elle aussi était dans un rave un peu consommé, récréatif et compagnie. Fait c'était pas un gros big deal, là, que ce que je vivais ou quoi que ce soit, mais elle m'accueillait un peu plus là-dedans, mais en mettant un cadre en disant, OK, là, non, pris le slack la pédale. Puis, fait que le lien, c'est surtout ça, en fait, puis c'est le meilleur conseil que j'ai à vous dire pour avoir été finalement un ado qui a expérimenté beaucoup, c'est tant que tu es capable de garder le lien avec ton ado, c'est que peu importe ce qui va se passer, ton ado va savoir qu'il va pouvoir se raconter. Je dis à mes ados, la journée que vous allez vouloir faire des parties, je préfère presque mieux que vous les faites à la maison. Puis si tu as envie de fumer du pot, fume-en à la maison. Le point là-dedans, c'est que je ne suis pas le genre de maman maintenant dans ma vie, dans ma conscience et ainsi de suite, où je vais en fumer du pot avec mon ado. OK? Puis moi, je connais des parents qui l'ont fait avec mes amis, puis je trouvais ça malade. J'étais genre, c'est tellement hot. Il y a no shame with that. Le point là-dedans, c'est que présentement, je ne suis pas ce parent-là, mais je préfère, puis comme je dis à mes ados, que tu consommes chez nous, parce que s'il arrive quoi que ce soit, je suis là. Fait que ça va me trigger pareil que tu consommes, même si moi j'ai consommé, parce que c'est sûr que là, maintenant, je suis consciente à un autre niveau, puis il y a d'autres choses, puis tu sais, comme que voir mon enfant rire comme une folle, c'est sûr que ça va venir chercher des cornes en dedans. Mais je suis prête à me réguler émotionnellement pendant ce temps-là pour assurer la sécurité de mon enfant. Puis je suis comme, ben si ça peut la mettre en confiance sur le fait que je te jugerai pas si tu consommes. Genre, je me promets de me parler assez pour ne pas te faire sentir du jugement ou quoi que ce soit, mais je serais vraiment plus à l'aise que ça se passe ici pour faire en sorte que j'assure ta sécurité, puis que s'il arrive quoi que ce soit, ben tu sais que t'es backé, tu sais. Fait que ça reste délicat, vous me suivez, il y a du monde qui vont faire « Aïe, j'écoute, puis oublie ça. » Mais en même temps, ton ado va le faire pareil. Ben, c'est ça, j'allais dire. La nuance, c'est que si tu permets dans un certain cadre, ou que même si tu dis « Moi, je te l'autorise pas parce que je vois un danger potentiel là », puis comme le jour où ça se peut que tu transgresses ma limite puis que tu le fasses pareil, je veux que tu m'en parles. Fait que, tu sais, comme tu as dit, t'as dit être conscient de sa propre dérégulation. Tu sais, ça, là, c'est tellement, tellement la base, je trouve, parce que justement, quand ton ado a un certain comportement, puis que tu es capable de venir identifier, de dire je suis en réaction parce que j'ai peur de ci, de ça, je me projette là-dedans, je suis dans mes scénarios catastrophes. Là, si je resserre, puis que je punis, puis que je dis non, il n'y en a pas question, là, tu vas rouvrir la porte de ta chambre, vous allez tous sortir de la chambre, la gang, vous allez venir dans le salon. Probablement que ton ado aurait fait Chris, penses-tu, je vais inviter mes amis chez nous la prochaine fois? Jamais. Pas en tout. Elle aurait pu inviter ses amis, tu sais, puis elle te l'aurait pas dit si elle avait consommé pour vrai. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est comme, puis c'est ce que je répète souvent, puis tu as raison, les oreilles nous grincent parce que c'est pas un discours qu'on est habitué d'entendre. Mais je trouve que quand, tu l'as dit, le lien, la relation, quand ça, c'est là, les limites que je vais mettre à mon ado, qu'il les respecte ou qu'il les respecte pas, je suis capable de récupérer la chose avec pareil. Puis d'accepter que l'adolescence est une phase de découverte de soi, d'exploration. La découverte, ça passe par l'exploration, l'expérimentation. Oui, on apprend sur nous par les expériences des autres. Fait que, tu l'as dit, il y a des gens dans ton entourage qui faisaient certaines expérimentations. Tu as appris par la bande parce que, tu sais, comme un peu, on comprend que, OK, lui a vécu ça, donc je peux me projeter puis dire que peut-être que je ne veux pas vivre ça. Mais ça passe aussi beaucoup par l'expérimentation. Fait que si, comme parents, on n'est pas dans la punition extrême, parce qu'on est dans nos peurs, qu'on prend conscience justement que, OK, là, comme tu as dit, je suis en train d'avoir peur de ce qui risque d'arriver parce que j'ai vu ça dans mon passé, parce que j'ai travaillé avec ce type de personnes-là. Là, ça me challenge, moi,
je vais travailler ces peurs-là, ces challenges-là qui m'appartiennent à moi. Après, je vais voir est-ce qu'il y a un réel danger pour mon enfant, quelles limites j'ai envie de mettre, est-ce que ça contrevient à mes valeurs. Puis, tu sais, c'est d'en parler avec l'ado après ça, bien sûr. Mais c'est pour ça que je trouvais ça important, tu sais, de mettre ton image, ton histoire en lumière, en fait, parce que, puis encore une fois, un très, très grand merci de ce partage très authentique et transparent, comme je le disais, parce que tu n'es pas la seule. J'en ai côtoyé des gens, puis j'en ai dans mon entourage qui ont tellement une belle vie. Tu l'as dit, tu es éducatrice spécialisée, tu es copropriétaire d'une entreprise qu'on va parler bientôt. Mais tu es vraiment justement épanouie professionnellement, socialement, familialement. Comme sur tous les plans, tu as appris à te connaître, puis malgré peut-être que plein d'intervenants ou d'enseignants ou de personnes qui t'ont côtoyé à l'adolescence qui auraient pu se dire Priscilla, là, on va la retrouver dans la rue plus tard, puis comme ça fera pas grand-chose de sa vie, cette fille-là. Là, tu sais, des espèces de préjugés, mais au contraire, il y a de l'espoir. C'est vraiment ça le message que je veux que les parents retiennent. Il y a de l'espoir parce que ça se peut avoir une adolescence chaotique, mais si on est bien soutenu, bien entouré, surtout qu'on est aimé, puis qu'on peut expérimenter puis se découvrir nous-mêmes à travers ça dans un cadre plus sécuritaire, bien sûr, il y a possibilité de s'en sortir bien, malgré tout ce qu'on peut vivre comme traumatisme. Oui, exactement. Exactement. Fait que c'est de juste pas étiqueter la personne. Je pense que c'est une des choses que j'ai été le plus chanceuse. Les 3 premières années de mon secondaire, j'étais dans une école qui était anciennement une école de sœurs, qui n'était plus ça à cette époque-là, qui n'était plus des sœurs qui enseignaient, mais il y avait une énergie pareille, un accueil inconditionnel, il y avait quelque chose de... malgré le fait que j'étais zéro religieuse dans la vie, là, je fumais du potement du divin, on se rappelle. Mais il y avait cet amour inconditionnel-là qui était vraiment très grand. Puis je me souviens d'un de mes profs que j'étais arrivée un moment donné, puis je lui ai dit, avec le recul, je suis comme, boy! Un des profs hommes qu'on a, puis je veux dire, c'est pas le prof cute de secondaire, là, on n'est pas là. Mais j'arrive un moment donné dans son cours, je rentre, je fais, hey, Jonathan, j'ai rêvé à toi hier. Puis il fait comme, ah ouais, t'as rêvé à quoi? Ah, qu'on couchait ensemble, puis je m'en vais. Puis encore aujourd'hui, il m'en fait genre de toute ma carrière, ça m'était jamais arrivé qu'une de mes élèves me dise ça, genre, hey, by the way, mais j'avais, c'est ça, cette espèce d'authenticité, non filtre-là, aucun tabou non plus, c'était juste comme, il dit, j'ai tellement ri, mais tu sais, il aurait pu à ce moment-là dire, ben voyons donc, puis nanana. Mais qu'elle a dérangé. Genre, ça va pas, là. T'es en secondaire 2, là, genre, que c'est ça. Mais il y avait tellement cette ouverture du cœur-là que ces profs-là n'avaient pas d'étiquette par rapport à nous, puis par rapport à... Malgré le fait que je coupais toute la parole, puis je parlais tout le temps, puis voilà, puis ils recadraient, mais tu sentais cet amour-là qui était là. Puis pour vrai, ça m'a vraiment beaucoup inspirée aussi en me disant, en tant qu'humain, là, je veux dire en tant qu'adulte, mais en tant qu'humain, offrir cette présence-là à des gens autour de toi, de dire, puis surtout à l'adolescence, de dire, peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est pas l'étiquette de qui tu es. À tout moment, là, tu peux choisir de shifter, de dire ça, c'est assez, je veux plus ça dans ma vie, puis ça peut virer 180 degrés. Quand tu gardes cet espoir-là toujours à l'intérieur de toi, là, tu gardes ton cœur ouvert en disant, OK, tu es en train d'expérimenter ou tu es en train d'expérimenter des blessures, des choses, tu es en train de manifester, de symptomiser, j'aimerais ça inventer un mot là-dessus. Tu es en train de vivre un symptôme de blessure, de carence, peu importe, OK? Tu es en train de réagir à quelque chose ou tu es en train d'expérimenter quelque chose, peu importe. Et je crois à ta capacité à virer sur un 180 degrés. Maintenant, à quel moment tu vas le faire? Je ne sais pas. Ça va-tu être à 18, 16? Ça va-tu être à 30 ans? Je ne sais pas. Peut-être à 50 ans, peut-être tu ne chiffreras jamais, mais si je crois à la capacité d'un jeune à shifter, je suis bien moins activée. Parce que si je me ramène toujours à cet espoir-là, je vais toujours lui donner la capacité. Au moment où tu ne crois plus en toi, il faut que tu aies quelqu'un autour de toi qui y croit. Puis ça, moi, j'ai été entourée d'adultes autour, que ça soit des sœurs de la famille, d'ici, de ça, des profs. Il y a eu des adultes qui ont toujours cru en moi, puis qui encore aujourd'hui sont comme, même moi, je te regarde à ça sur les réseaux sociaux, puis t'es tellement belle à voir, puis j'ai jamais douté une seconde que tu allais te rendre là. Puis j'étais genre, t'es de quoi de loin, mais il était comme, il y a cette lumière-là que tu avais à l'adolescence, que tu as été nourrie, gardée, puis qui est là de manière excessivement saine et belle.
Puis d'avoir des adultes, ça me touchait énormément. À l'âge adulte, j'ai eu mon premier bébé, puis mes profs, on s'était ajoutés ces réseaux sociaux, puis félicitations, puis t'es tellement une bonne maman. Puis d'avoir des adultes qui croient en toi, ça change vraiment la game. Fait que si t'as un ado en ce moment, puis t'es vraiment inquiet, puis tu fais comme, hey boy, moi je pense à des dérape, pour vrai, va te reconnecter, va prendre soin de toi first, parce que c'est vrai que c'est tough. Puis ça se peut que ta relation avec ton enfant, là, elle est tellement étirée, là, que t'es comme, je sais même pas, je l'aime encore, mon ado, en ce moment. Il me fait chier, il vient me chercher, moi, le trigger, ça m'arrive des fois avec mon ado, que des fois, je suis comme, ça vient trigger ma blessure de rejet. Man, j'ai juste envie de prendre soin de toi ou d'être là pour toi, puis toi, tu me repousses, t'es comme, ah, t'es un gosse. Mais maintenant, je nomme, faire comme, j'aime tellement ça faire partie de ton univers. J'aime ça t'entendre sur tes potins de secondaire. J'aime ça entendre comme t'as l'affaire. Puis, fait que, tu sais, quand je suis comme, puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis t'es comme, mais ça te concerne pas, là. Puis, c'est pas parce que je veux me mêler de tes affaires, c'est vraiment juste, je veux m'intéresser à toi. Puis, des fois, le chiffre change pour elle, puis c'est comme, ah, mais pourquoi je suis capable de dire ça? C'est parce que j'ai pu prendre le temps de m'introspecter sur pourquoi ça me fait autant chier quand elle me dit, oh, mais là, ça te concerne pas, ou ben, hein, pas de tes affaires, ou whatever quoi. C'est parce que j'ai envie de connecter avec elle, finalement. J'ai envie de faire partie de son univers, puis pas être dans ses culottes, puis qu'elle me dise tout de A à Z, elle a son intimité, mais qu'elle sente que je suis un safe space avec lequel elle peut tout raconter dans sa journée, puis c'est comme c'est vraiment correct, tu sais. Fait que ça l'aide énormément. Fait que, tu sais, va te redonner de l'amour, va prendre soin de toi, va reconnecter avec ton ado par la pensée, pour commencer, parce que des fois, par l'action, c'est tough, mais au moins par la pensée, en étant accompagné, par exemple, par Steph, qui va faire en sorte que ton chiffre, tranquillement, on change les perceptions de ton ado. Finalement, ben, l'histoire que tu te racontes dans ta tête, c'est pas mon ado, c'est un jeune Christ, c'est plutôt, ben, mon ado, finalement, OK, il a besoin de moi, mon ado, et c'est l'enfant qui a été, le petit bébé, là, tu sais, tout cute, là, quand on regarde des photos, on va comme, mais pourtant, dans ce temps-là, il sent encore ça. C'est juste qu'il est en train, en ce moment, de vivre quelque chose, and that's OK. Puis tranquillement, ben, en comprenant mieux qu'est-ce que toi, tu vis, tu peux avoir une meilleure présence auprès de ton ado aussi, puis ça peut changer la game, finalement, tu sais. Wow. Drop the mic. Drop the mic. Boop. Merci à tous mes profs secondaires. C'est tellement, tellement beau. Croire en nos ados, croire en la potentialité du changement, croire, c'est ça, tu sais, juste faire confiance, tu l'as dit, à ce qu'on a planté là, dans ses racines de petit enfant jusqu'à 12 ans, là, croire que ça, c'est là, puis qu'à travers sa personnalité, notre ado, il est en train de se construire, de se développer son identité de qui il veut être, puis que à quel point cette expérimentation-là, il va la faire de toute façon. Fait que pourquoi ne pas rendre cette expérimentation-là plus positive dans un sens où l'ado sent qu'il est soutenu dans cette exploration-là, puis que le lien est maintenu malgré tout. C'est vraiment très beau. Puis, je termine là-dessus parce qu'on a parlé beaucoup de ton parcours personnel, mais il faut aussi nommer effectivement que tu es éducatrice spécialisée, copropriétaire de refuge Bohème, équipe multidisciplinaire en ligne. Tu es aussi auteur d'un livre, Parents heureux, famille heureuse, c'est ça? Hein? Oui, exact. Fait que c'est vraiment des super beaux outils. Tu te spécialises justement beaucoup en lien avec la parentalité, peu importe l'âge. Fait que je vous invite à aller découvrir l'univers de Priscilla si c'est quelque chose qui vous a touché. Puis je me prononce à ta place un peu, mais je suis pas mal sûre que tu vas dire la même affaire. C'est tellement toujours le fun si vous avez envie d'y écrire, juste de partager, de dire aïe, aïe, ton histoire, elle m'a touchée. Mon ado vit des moments pas faciles en ce moment. Pour vrai, on le sait que les parents sont souvent démunis à l'adolescence, perdent beaucoup leurs repères, savent plus trop comment être un bon parent, sentent qu'ils ont plus tant de contrôle sur leur enfant, qu'ils sont en train de l'échapper. Puis c'est vraiment, vraiment challengeant. Puis ton slogan, c'est justement ça. C'est comme prends soin de toi d'abord, puis après ça, tu pourras prendre soin de tes enfants. C'est tellement une belle vision, une belle approche que je partage avec toi. Fait que vraiment, tu es une perle, tu es précieuse, puis tu es vraiment une belle âme qui s'est construite à travers toutes ces expériences de vie-là. Merci encore infiniment d'avoir été aussi ouverte, aussi authentique et transparente dans cet épisode-là. Je suis certaine que ça va avoir changé la perception de plusieurs parents intervenants adultes sur les expériences vécues à l'adolescence. Merci donc. Merci à toi d'avoir pensé à moi pour ce merveilleux épisode. J'avais jamais encore parlé de mon adolescence, je pense, sur une plateforme publique. Fait que c'est voilà. C'est lancé. Tu es mise à nu. Ah ouais, amène ça.
Hey, merci, Pri. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, on se revoit dans un prochain podcast. J'ai vraiment aimé cette formule-là. Je pense que je vais peut-être inviter d'autres partenaires une prochaine fois. Je trouve ça cool, une espèce de co-création d'épisodes comme ça ensemble. Fait que, merci, Pri. Merci tout le monde. Puis, on se revoit dans un prochain épisode. Merci!